Emmanuel Chila. Oui. Michel Blanc. La seule, l'unique. How are you? I'm fine, and you? I'm good. Yeah, ok. Bienvenue. Non, je parle en français, c'est beaucoup mieux. Well, if you speak in French, Yeah? and that's for a French. French people, yeah, it's for French that. in France, In France, yeah? but they always speak English. I don't know, I think, but it's better to speak French. They use so many English words. Why would we speak French? I don't know, maybe because it's cool. I think it's that. Ah, yeah. I think it's that. Pneus center, fitness center. What the fuck is going on in France? Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une des plus grandes dames charismatiques, s'il vous plaît, du Québec. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, surtout quand elle parle en anglais, mais encore plus en français, Michel Blanc. Bonjour Michel. Ah ben bonjour Emmanuel, mais là, mais-en pas trop, exagère pas quand même. Ben, c'est une gentille exagération, mais... Ouais, c'était pas beaucoup, hein. J'ai été much. T'es gentil. Comment tu vas? Ça va bien, toi? En forme, très très bien. Tu sais que je viens de voir aujourd'hui pour te poser toujours des questions, ça change pas, hein? Ouais, non, hein? La même? On appelle ça en français du brain picking. Ouais, un peu. Ah, Ça doit... Ouais, tu m'en veux avec le mot anglais. Hein. Donc, la question que je vais te poser, super simple, Michel. Peux-tu me donner 10 conseils? Ah, juste avant, c'est quoi le cachet pour cette entrevue déjà? Là? Alors, normalement, c'est 2 thés, 2 cigarettes et tu as le droit de me demander ce que tu veux. Oh! Enfin, dans la limite du disponible. Donc, la question, tout simple, peux-tu me donner 10 astuces? J'ai pas une de plus, hein. 10 astuces pour une entreprise qui se lance sur les réseaux sociaux. Avoir un blog. Avoir un blog. Le blog, c'est le roi des médias sociaux. Le blog, c'est l'outil pour sortir comme une balle dans les moteurs de recherche. C'est l'outil ultime des médias sociaux. C'est la propriété des médias sociaux que vous contrôlez et où vous êtes chez vous. D'accord. Après ça, développer une ligne éditoriale intéressante où vous ne parlez pas de vous, mais vous parlez de votre sujet. D'accord. C'est-à-dire je ne parle pas de ma marque, mais de tout ce qu'il y a autour de la marque. Et voilà, à quoi sert la marque, quelles sont les solutions qu'elle corrige. Par exemple, une entreprise canadienne qui est très efficace sur les médias sociaux, c'est une entreprise qui s'appelle Lululemon. Et Lululemon, ils vendent des pantalons pour faire du yoga qui sont très dispendieux. Alors, s'ils ne faisaient que de parler de leurs vêtements de yoga, ça ferait longtemps que les gens ne seraient pas intéressés par ce qu'ils ont à dire. À la place, ils parlent de nutrition, d'activité physique, de professeurs de yoga, de lieux intéressants pour faire du yoga, de courses, ils parlent de leurs employés, et accessoirement, une fois de temps en temps, ils disent « On a un produit. Notre produit est en solde cette semaine. » Et là, c'est clé. Alors évidemment, ils ont développé une ligne éditoriale forte où ils ont créé des points d'interaction avec leurs clients. Et après ça, bien évidemment, quand tu veux passer un message de marchandisage, ben là, tu as déjà une histoire qui t'écoute et qui te trouve intéressante. Et tu sais, dans la vie, tu peux dire que tu es bon ou tu peux le prouver. Si tu le prouves, tu n'as pas besoin de le dire. Alors, si vous allez sur mon propre blog à michelblanc.com, vous allez voir que, outre les services de conférencière, tous les autres services conseils ne sont pas énumérés. Pourtant, j'ai une très très bonne pratique. Et les gens comprennent que je peux les aider. Alors, j'aurais pu faire une liste de tout ce que je fais. Je fais du référencement, je fais de la gestion de crise médias sociaux, je fais la stratégie d'implantation des médias sociaux. Mais c'est complètement inutile. Alors, je suis mieux d'expliquer qu'est-ce qu'une stratégie d'implantation des médias sociaux. Les gens comprennent que s'ils veulent en implanter une stratégie, ben, je peux les aider. D'accord. Après ça, bien évidemment, les médias sociaux sont nichés
fonctionnellement, ils sont nichés socio-démographiquement. Ça me fait toujours sourire quand j'entends des politiciens dire qu'on s'en va sur Facebook parce qu'on veut rejoindre les jeunes. La moyenne d'âge de Facebook, je pense, c'est 40,5 ans. C'est encore jeune. Oui, mais on s'entend que c'est pas dans l'esprit que les politiciens. Les politiciens qui veulent rejoindre les jeunes, aller sur DeviantArt, qui est beaucoup plus jeune. Alors, il y a des médias sociaux qui sont nichés socio-démographiquement, mais tu as aussi des médias sociaux qui sont nichés au niveau fonctionnel. Par exemple, SlideShare est un média social qui permet de partager des PowerPoint. LinkedIn est un média social qui permet de faire des relations professionnelles, un peu à l'équivalent de votre Viadeo, qu'ils écrivent 3 paragraphes pour expliquer un bouton. Tandis que sur LinkedIn, tu n'as pas besoin de 3 paragraphes pour expliquer un bouton. Le bouton est clair. Bon, alors, il y a des petites différences culturelles comme ça. Non, mais ça, on sait, LinkedIn. On sait que c'est mieux, c'est un peu différent de Viadeo. Oui. Puis après ça, vraiment, il y a Twitter. Twitter, il y a une très petite portion de la population qui est sur Twitter. Par exemple, Facebook, on s'entend que plus de la moitié de la population est sur Facebook. Mais Facebook, dans un excellent livre qui s'appelle Les médias sociaux 201, qui est un best-seller ici au Québec. La deuxième édition, Les médias sociaux 101. Oui, et qui n'a pas été distribué en France, parce que les éditeurs français sont des connards. C'est un vif succès ici. Et là, ça va faire l'entrée sur le marché américain. Bref, j'avais un chapitre qui s'intitulait judicieusement « Pourquoi Facebook c'est de la merde dans un contexte organisationnel ». Alors Facebook, là, c'est simple. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ah, c'est simple, on va aller sur Facebook ». Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que sur Facebook, quand tu mets des contenus sur ta page, il y a à peu près 5 à 6 des gens qui t'aiment déjà, qui sont exposés à tes contenus. Alors, si tu as 1000 fans, en réalité, tu parles à peu près à 60 personnes. Et ça, tu ne parles pas de 60 personnes. Tu as 60 personnes qui sont exposées à tes contenus. Donc, tu parles à pas beaucoup de monde. Et ces personnes-là t'aiment déjà. Alors, ceux qui ne savent pas que tu existes, ne savent pas non plus que tu fais des contenus. Donc, tu ne feras pas d'acquisition de clients avec Facebook. Tu vas faire peut-être à peine du service client, maintenir ceux que tu as déjà. Et une des problématiques de Facebook, c'est que les contenus positifs, tout le monde s'en fout. La merde est extrêmement virale. Alors, en cas de crise communicationnelle, quand tu es sur Facebook, ça va pas bien. Alors, Facebook, c'est un des médias. Le point n'est pas de dire qu'il ne faut pas être sur Facebook. Le point est de réaliser certaines des problématiques communicationnelles et des risques communicationnels associés à Facebook. Si on compare ça à Twitter, Twitter, il y a peu de monde qui sont là-dessus, mais les gens qui sont sur Twitter, ça donne à être les recherchistes, les journalistes, les super blogueurs, les faiseurs de tendance. Ceux qui sont sur Twitter sont ceux qui font des contenus hors de Twitter et qui sont les deuxièmes groupes les plus importants sur le web après les médias traditionnels. Alors, as-tu intérêt, dans un processus marketing, relations publiques, à dialoguer avec ceux qui peuvent décider que tu es la tendance? Moi, je pense que oui. Donc, Twitter, c'est très, très intéressant. Mais souvent, ce que les gens oublient sur les médias sociaux, c'est que les médias sociaux, ce sont des médias conversationnels. Et la conversation, si tu es tout le temps sérieux, tu es inintéressant. Et si tu déconnes tout le temps, tu es con. Alors, une saine conversation, c'est avoir un peu de pertinence et un peu de badinage, comme dans la vraie vie. On a commencé cette entrevue-là, je t'ai taquiné. Après ça, on est tombé dans des choses sérieuses. Si je le faisais que je t'ai taquiné tout le temps, tu me dirais, c'est une conne. Et si j'étais tout le temps sérieuse, tu pourrais peut-être t'endormir. On s'entend que moi, quand même, je suis un cas spécial, mais disons que c'est un peu ça, là, en plus de ça, si moi, par exemple, je te dis qu'il y a eu une croissance de 17 du commerce de détail en décembre au Québec, tu ne peux pas vraiment t'obstiner avec ça. C'est difficile de réagir, c'est statistique, c'est froid, c'est un fait. Okay? Si je te dis, par contre, voici ma recette de sauce à spaghetti, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a un ingrédient qui est meilleur que l'autre, alors là, ça fait un point d'interaction.
Et parce qu'il y a du monde qui sont venus voir une recette de sauce à spaghetti qui n'a pas rapport avec ma ligne éditoriale professionnelle, ben, mes contenus plus professionnels vont mieux sortir. Plus d'impact. Et voilà. Par exemple, sur Facebook, si je partage la statistique, je partage mon dernier billet de blog, j'ai 2 likes et 3 commentaires. Je partage une photo de ma chienne Charlotte, j'ai 100 likes et 40 commentaires. C'est dur pour mon ego. Ma chienne est plus aimée que moi. Mais, parce que ma chienne est aimée, l'ensemble de ma propriété Facebook, dans le EdgeRank, qui est l'algorithme qui calcule la pertinence des propriétés web, les contenus beaucoup plus business vont être plus exposés à mon public cible parce qu'il y a des gens qui sont venus aimer et commenter un contenu qui n'a aucun rapport. Ça, c'est une saine compréhension de l'aspect conversationnel. Et c'est vrai dans la vraie vie aussi. Hein. Dans la vraie vie, les gens qui sont sympathiques et qui vous jasent d'autres choses que strictement le business sont souvent les gens avec qui vous ferez affaire. Alors là, je suis rendu à combien? À peu près 5. 5? Mais je suis sympa parce que tu en as donné 5 gros. Donc si tu veux en donner moins, tu as le droit d'en donner encore 1 ou 2 et je pense que c'est bon. Ouais. Mais au moins j'aurais fait un bon titre. J'aurais dit 10 au départ, donc ça fera bien. Ah oui, c'est ça. Ben oui, ça c'est bon. Hein. Les listes, on aime ça, les 10 exemples, les 3 choses à faire, voilà. les 5 gaffes à éviter. Bon, ben ça c'est un autre chose. Un conseil de méthode sociale, mettez des chiffres. C'est important. Une fois de temps en temps. Et il ne faut pas avoir peur non plus de la polémique sur les médias sociaux. La polémique, c'est bon sur les médias sociaux. En autant que ce soit une polémique documentée, intelligente. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Mais, tu sais, critiquer, c'est facile. Critiquer avec une solution, ça, c'est intelligent. Ça, c'est efficace. Ne pas être d'accord, c'est facile. Dire pourquoi on n'est pas d'accord et proposer des alternatives, ça fait avancer les choses. Et ça fait du clic. Ça, c'est efficace. D'accord, ok. On est rendu à 6. On est rendu à 6. Ben là, je t'en ai là, plus tu me payes. Là, ça va être un 6 pour 10. J'en étais sûr. À moins que tu aies des questions particulières. Non, j'en ai, enfin si j'en ai une. Oui, une dernière et après j'arrête. On va dire que ça fait 7 avec la question. Voilà, c'est ça. Okay. Donne-moi la plus grande astuce. C'est tout. Celle que tu aimes le plus, la chose qui pour toi est le plus importante. Même si je sais que je le sais déjà. Si je peux te le dire dans l'oreille, je suis sûr que ça va être ça. Donc, ouais. Quand même, on voit que tu étais un lecteur assidu. C'était ça? Oui, l'authenticité, c'est important. L'authenticité, c'est fondamental. Et souvent, les gens confondent l'authenticité avec tout dire. L'authenticité, ce n'est pas de tout dire. L'authenticité, c'est quand tu dis quelque chose, c'est vrai. Et c'est senti. Et ça, l'authenticité, la passion, ça se sent sur le web, ça se sent sur les médias sociaux, et ça, c'est très vendeur. Et souvent, quand je reçois des clients, la première question que je leur pose, c'est êtes-vous passionné par ce que vous faites? S'ils me disent oui, je dis tant mieux, on va mettre de la passion en ligne. S'ils me disent non, je dis c'est pas grave, ça va être tout suspendu. On va trouver d'autres façons, mais on va faire de la pub, on va faire autre chose. Et il faut aussi, on parle d'authenticité, on parle de ne pas tout dire, mais ça amène justement au point 8 finalement, hein, ça monte. Le point 8, il faut être conscient des différents niveaux de sensibilité des informations. Il y a des informations qui sont privées, qui sont confidentielles, qui sont secrètes, qui sont professionnelles. Chacun de ces types d'informations-là doit être respecté. Puis souvent, les entreprises focusent trop sur ce qu'ils ne peuvent pas dire. Il serait mieux de focuser sur ce qu'ils peuvent dire. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses qu'ils peuvent dire que de choses qu'ils ne peuvent pas dire. Maintenant, s'il y a des choses que tu ne peux pas dire, ça ne t'empêche pas d'en parler intelligemment. Par exemple, moi, je fais du conseil stratégique. Alors, il y a des entreprises pour qui je travaille que je ne peux pas révéler la nature des mandats que j'ai fait pour eux. Mais je peux quand même dire que je les ai eus comme clients.
Alors, je peux dire que j'ai eu comme client le Cirque du Soleil, Deloitte et plusieurs autres grosses entreprises, Danone, etc., etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour eux? Je ne peux pas dire. Et l'avantage de dire que j'ai travaillé pour le Cirque du Soleil, c'est que là, toi, tu vas t'imaginer qu'est-ce que j'aurais pu faire pour le Cirque du Soleil. Tu ne sais pas, tu l'imagines. Et ton imagination va faire le travail qui risque d'être encore plus efficace que la description que moi j'aurais pu faire de ce que j'ai fait réellement. Alors, mon objectif de positionner le fait que je suis une top consultante parce que j'ai comme client le Cirque du Soleil est atteint, pourtant tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait pour eux autres. C'est une manière de respecter la confidentialité de façon intelligente et d'utiliser le subterfuge littéraire pour atteindre mon objectif d'affaires. Un dernier exemple, ma conjointe exerce un métier qui, pour être efficace, se doit de rester dans l'ombre. Alors, je l'aime beaucoup et j'en parle sur les médias sociaux. Mais j'en parle avec son sobriquet que je lui ai donné, qui est bibite électrique. Bon, je sais que bibite en France, c'est une bite, mais ici, bibite, c'est un insecte, ce n'est pas une bite. Alors, bibite, c'est joli insecte électrique. OK? Alors, quand je parle de bibite électrique, c'est devenu un peu comme un mythe, comme un personnage. Et pourtant, bien que ce soit un pseudonyme que j'utilise pour elle, je préserve son identité, je préserve sa vie privée, mais comme je parle de elle, j'ai la délicatesse de lui faire lire chacun des contenus que je mets en ligne avant de les mettre en ligne et d'obtenir son autorisation. Pourtant, je parle d'un pseudonyme. Tout le monde sait que c'est associé, donc à partir de là. C'est ça. Mais ça, c'est la même chose. Souvent, les gens vont parler de leur famille, vont parler de leurs enfants, vont parler de leur patron, vont parler de leur job, vont parler de leurs clients. Ils n'ont pas obtenu le consentement de ces gens-là avant qu'ils parlent d'eux sur les médias sociaux. C'est pas intelligent. Obtenir le consentement et respecter les limites de confidentialité et les différents niveaux de confidentialité des gens avec qui vous travaillez, pour qui vous travaillez ou avec qui vous avez des relations. Et ça fait aussi partie de l'authenticité. Et l'authenticité, encore une fois, ce n'est pas de tout dire, mais quand vous dites quelque chose, c'est vrai. Ok. Je te demanderai pas plus.